Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Sandra Déa, ancienne juge du tribunal de grande instance de Melun. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Donc Sandrine R. et mademoiselle De Céline. Dossier numéro 9, madame. Merci. Alors, bonjour madame, vous êtes Sandrine R. On vous reproche d'avoir à Melun, le 4 juin 2008, volontairement exercé des violences sur Cécile de... Donc vous, madame ? Oui. Ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Alors, je vais reprendre le contexte de ce dossier. Il faut savoir que madame R. Au moment des faits, vous êtes en couple avec monsieur Sylvain Poirier depuis à peu près 8 ans et vous avez avec lui un enfant qui a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans à cette période-là. Et vous savez déjà depuis quelques mois que votre compagnon a eu une relation avec une autre dame, avec vous, madame de... Et vous savez qu'il a eu un enfant aussi avec cette dame, un enfant qui a un peu plus d'1 an au moment des faits. Bon. Le soir des faits, où ça se passe ? Monsieur Poirier, il est à une soirée au stade de rugby. Vous décidez de l'y rejoindre à cette soirée, mais à l'improviste en fait. Il n'est pas au courant que vous allez venir. Vous y allez. Bon. Sauf que madame de aussi, elle y va à cette soirée. Donc, ça ne vous plaît pas forcément de la voir là. Et à un moment donné, vous souhaitez avoir une explication. Et monsieur Poirier, il vous regroupe. Et puis, tous les trois, vous avez une discussion. Alors, vous avez expliqué chacun, peut-être que madame de selon les témoignages, a laissé entendre que ce n'était pas complètement terminé avec monsieur Poirier. Vous ne compreniez pas ça. Monsieur Poirier était entre les deux un peu mal à l'aise. Et à un moment donné, madame de vous vous êtes approché de monsieur Poirier. Pourquoi en fait ? Pour le prendre dans vos bras, pour qu'il lui vous prenne dans ses bras ? Dans un premier temps, je ne comprenais pas parce que moi j'étais conviée à cette soirée. Sylvain lui-même m'avait invitée. Donc je ne comprenais pas après la confrontation, le fait que lui souhaite qu'on soit confrontés tous les trois. J'avais du mal à saisir. Oui, je me suis approchée de lui pour comprendre exactement ce qu'il souhaitait. Par là, je ne comprenais pas. Donc voilà. Oui. Rien de plus. Vous dites dans votre plainte, je me suis approchée de Sylvain pour qu'il me prenne dans ses bras et pour qu'il m'explique ce qu'il se passait. Exactement, ce que je ne comprenais pas du tout, le fait qu'il souhaite une confrontation alors qu'il savait pertinemment, lui, ce qu'il en était depuis plusieurs mois. Quoi. Bon. Voilà. Et comment vous réagissez, madame R, quand vous voyez madame de s'approcher de monsieur Poirier ? En fait, c'est un geste réflexe que j'ai eu, je sais pas l'expliquer. Disons que mademoiselle avait tenté de gifler une première fois, donc mon conjoint. Il le dit, oui. Donc, et je la vois se rapprocher à nouveau et j'ai eu ce geste malencontreux de vouloir la repousser à ce moment-là. Vous l'avez repoussé comment ? Comme ça ? J'ai repoussé, oui, avec du plat de la main, en fait. Avec oui. Une main, 2 mains, pour rappeler ? Ça a été très vite. À vrai dire, à ce moment-là, je sais pas vraiment si. Je pense que j'ai dû la pousser à l'épaule. Oui. Je ne saurais pas dire. Vous rappelez, vous, comment elle vous a poussé ? Oui, ça a été très vite. Avec les 2 mains, mais d'une force tellement... je dirais même limite extrême que je suis tombée en arrière, en fait, et ma tête a tapé contre le sol dur Voilà. Et après, j'ai perdu connaissance. Oui. Vous avez dit, madame, dans votre audition, c'est vrai que j'ai été brusque, j'étais énervée, le geste était certainement brusque. C'est ça ? Oui, disons que... Est-ce qu'il est possible de rappeler, de revenir un petit peu sur le contexte Le contexte, malheureusement, on va pas revenir sur le comportement de monsieur Poirier. Ça, c'est sa vie. Il y a des points quand même, par rapport aussi à mademoiselle de... des points à préciser. Déjà, je voudrais m'excuser de ma difficulté à m'exprimer, parce que je dois dire que depuis cette histoire, j'ai perdu le sommeil.
Oui. J'ai été extrêmement choquée par toute cette histoire. Et malheureusement, ça n'est pas reconnu par la justice, ce genre de traumatisme. Donc effectivement, je vivais depuis 8 ans avec cette personne. Et donc, je suis tombée enceinte de M. Poirier, donc au mois de juillet 2005, pardon. Et donc, elle précise qu'elle était déjà depuis 6 mois avec oui, mon mais conjoint. ça, madame, non, on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, ça n'a pas de rapport avec l'infraction. Ce qu'on comprend... Je voulais quand même préciser... le rapport avec l'infraction, on ne va pas dire qui est coupable. Excusez-moi. Bon. Mais ça ne pouvait pas dire que ça n'a pas de rapport avec l'infraction. On avait acheté... Alors, attendez, laissez-moi s'il vous plaît... terminer mon raisonnement. Vous voyez, on ne va pas essayer de savoir qui a une relation sexuelle avec qui, à quel jour. On s'était engagé, disons qu'elle était au courant de la situation. On s'était engagé dans l'achat d'une maison. C'est moral, ça. On a acheté donc... on a acheté cette maison en août 2005. Elle était au courant, effectivement, que M. Poirier s'engager dans une vie commune avec moi, et donc on s'engageait dans l'achat de cette maison. Et dans cette maison, il y avait énormément de travaux à effectuer. Donc on s'est énormément investi dans cette maison. J'ai moi-même fait toute la décoration. La veille d'accoucher, j'ai repeint la chambre, notre chambre commune. On peut dire que je leur ai fait leur nid d'amour. Finalement, voilà, c'est moi qui leur ai... Et cette jeune femme donc, a attendu tout ce temps pour se déclarer à moi. Alors qu'elle savait, elle connaissait la situation, elle savait très bien qu'on est engagé dans cette maison et que... Ce que je vous demande, Madame le juge, c'est de me rendre ma dignité, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, Madame R. Ça ressort de la morale, et ça, c'est pas dans le code pénal. C'est la conscience de chacun. Peut-être que vous trouvez que c'est complètement immoral, ce qu'elle a fait. J'ai été humiliée. Mais c'est pas une infraction pénale. Je reconnais que j'ai eu un geste malencontreux. Auparavant, je tenais à préciser qu'elle était venue plusieurs fois à notre domicile. Ses parents même, j'ai cru rêver, ses parents sont venus chez moi. Les parents de cette jeune femme sont venus. Pour ma défense, excusez-moi, Monsieur Poirier m'a demandé de rester lorsqu'il m'a annoncé qu'il allait être papa parce qu'il ne souhaitait pas. Donc c'est pour ça, si on veut rentrer dans des... On en a pour la matinée, voire la journée. Je pense on vous a menti, mais vous croyez c'est dire, il vous a menti. Non, alors vous n'allez s'adresser entre vous ici à l'audience, c'est pas le lieu. C'est pas le lieu et c'est pas le but. Je suis toujours avec Monsieur Poirier pour ma défense à ce jour. Nous souhaitons nous marier. Donc vous voyez, non, on vit pas encore ensemble, c'est pas encore fait, mais c'est très prochainement ce qui va être fait. Donc si on va pas épiloguer, on n'est pas là pour ça. Je suis pas là pour ça non plus. Vous voyez, je me doutais un petit peu de ce que vous alliez dire, mais je pense pas que ce soit le lieu. Non, vous ne vous adressez pas entre vous. Oui. Ne lui dites pas. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, j'ai l'impression d'être accablée. J'ai l'impression que, je ne sais pas, d'un acharnement quelque part. Pourquoi je reconnais effectivement ma faute, le fait d'avoir, c'était un geste réflexe, la conséquence aussi peut-être de toute cette douleur, enfin toute cette souffrance que j'avais eue précédemment. Donc je reconnais tout ça. Maintenant, je trouve que c'est cher payé. Et ce que je voudrais vraiment, c'est retrouver ma sérénité pour mon fils. Surtout, je pense à mon fils. J'ai l'impression d'avoir perdu 2 ans de sa vie avec toute cette histoire, tous ces soucis que ça m'a occasionné. Et Il vit avec vous, votre fils ? Oui. Il voit son papa de temps en temps ? Oui, les week-ends. Un week-end sur 2. D'accord. Alors, on va revenir sur les blessures, parce qu'on ne l'a pas dit. Le premier certificat médical mentionne 45 jours d'incapacité totale de travail. Le médecin a constaté une commotion cérébrale, des céphalées avec cervicalgie. Un scanner cervical a été fait. Il n'y a pas de lésion osseuse visible, mais il y a une entorse grave du rachis cervical. Et Madame de
Vous aviez été entendu quelque temps après les faits. Vous aviez expliqué qu'il y avait toujours des séances de rééducation. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps ça a duré, où vous en êtes? Alors la rééducation au niveau de la kinésithérapie, ça a duré plusieurs mois. Ça a duré même jusqu'à encore début de cette année. Là, je vois encore un ostéopathe de temps en temps. Mais la kinésithérapie est terminée. D'accord. Madame R, votre situation personnelle, on l'a évoquée en partie. Donc vous vivez avec votre fils. Désormais, vous n'avez jamais été condamnée par un tribunal? Non, je ne suis pas quelqu'un de violent, Madame le juge. Je suis enseignante. Voilà. Je pense que la maîtrise de soi est une qualité essentielle pour quand on exerce ce métier. Donc non, je ne suis pas quelqu'un de violent. Donc vous êtes enseignante, vous avez des ressources de quel ordre? 1500, aux alentours de 1500 € par mois. Y a-t-il des questions à poser du côté de la partie civile? Non. Madame le procureur? Pas de questions, Madame la Présidente. Maître? Oui, Madame la Présidente. J'ai une question à poser à Madame de... Oui. Vous avez indiqué, Madame, que vous aviez été conviée à cette soirée par Monsieur Poirier. C'est tout à fait exact. Mais vous avez oublié de dire que Monsieur Poirier, vous avez dit, avant que vous n'arriviez à cette soirée, que Madame sa compagne, était présente. Et c'est exact? Non, c'est pas exact. Ce n'est pas exact? Non. Monsieur Poirier, dans sa déclaration, dit... Je sais, mais il me l'a dit, maître... Alors il change d'avis? Il avait menti parce qu'à ce moment-là, il vivait encore avec Mademoiselle R pour que les choses... Oui, quelques mois après, il a quitté Mademoiselle R pour vous. Enfin, c'est elle qui a abandonné la maison pour que vous puissiez vous y installer éventuellement avec lui. Donc, ce qu'il dit là, donc c'est un faux témoignage. De sa part. Il y a des choses qui sont fausses. Je confie. Attendez, c'est un faux témoignage de sa part. Quand il dit... J'ai essayé de prévenir Cécile du fait qu'il y allait avoir un conflit. Bon, il y a une faute de français, mais avec Mademoiselle R. Cécile m'a dit que cela n'était pas grave et qu'elle venait quand même. Ça, c'est inexact. C'est inexact. D'accord. Et de plus, si ça avait été vrai, c'est pas lui qui nous aurait confrontés tous les trois. Hein. Et quand il dit que vous avez tenté de le gifler, c'est exact, madame? Non, à aucun moment j'ai levé la main ni sur Mademoiselle R. ni sur Monsieur Poirier. Je me suis approchée de lui en effet pour être face à lui, pour pouvoir savoir exactement où allait mener cette confrontation, mais à aucun moment j'ai levé la main sur qui que ce soit. Vous le savez, madame le procureur de la République aussi, Monsieur Poirier est entendu par un enquêteur qui n'est pas celui qui entend Madame R. Et il s'exprime avant elle. Hein. Oui, bah écoutez. Donc, je reprends, j'ai expliqué devant toutes les deux la situation et ma position, ce qui m'a valu d'éviter une gifle de Madame de... Non, vraiment... Donc ça, c'est inexact. Alors, et vos déclarations à vous, elles sont exactes, madame? Bah écoutez, oui. Parce que quand il nous dit qu'il explique la situation devant toutes les deux et qu'il évite une gifle, ça paraît assez cohérent avec votre déclaration. Non. Quand vous dites... Sandrine m'a également dit, Sylvain s'en fout de toi et d'Oriane. C'est votre fille, avec M. Poirier. Oui, tout à fait. D'accord. Et quand vous dites également qu'à votre réveil, vous dites que vous êtes inconsciente et qu'après vous avez, Madame R, voulu vous donner des coups de pied alors que vous étiez inconsciente? J'ai pas dit que j'étais inconsciente, j'ai dit que j'avais perdu connaissance en fait à la chute. Monsieur Poirier. Perdu connaissance, ça veut dire être inconscient. Voilà, mais à un moment donné, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai bien vu ce qui se passait autour de moi. Qu'est-ce qui se passait autour de vous? Il y avait Monsieur Poirier qui tenait Mademoiselle R. Et ensuite, il y a les pompiers qui sont arrivés pour venir me chercher. Parce que personne d'autre ne décrit ça et Monsieur Poirier dit le contraire. Oui, écoutez, j'en suis fort désolée. Ah, vous pouvez peut-être. J'ai aucun souci avec ma déclaration et avec ce que je viens de dire. Je pense. J'ai pas d'autres questions, madame. Merci. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Non, je suis choquée. Je suis vraiment choquée de constater qu'il puisse y avoir des gens de si peu de morale. C'est tout. La morale n'intéresse pas le tribunal. Oui, je sais que non. Mais c'était simplement malheureusement, mais effectivement. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va passer aux parties civiles. La caisse primaire d'assurance maladie se constitue partie civile. Elle demande votre condamnation, madame, à lui rembourser 1 850 € et 13 centimes, qui correspond à tout ce qu'elle a dépensé suite aux blessures, et aussi une indemnité forfaitaire de 616 € et 71 centimes. Madame de...
Vous pouvez retourner vous asseoir dans la salle. Madame Hervé, vous pouvez vous asseoir au premier rang. Et la parole est à vous, maître, pour la partie civile. Madame le Président. Donc, on comprend bien dans cette affaire les difficultés de cette relation à trois. Mais aujourd'hui, les violences qui ont eu lieu à l'égard de Madame de sont loin d'être justifiées et loin d'être proportionnées. Aujourd'hui, vous avez à la barre Mademoiselle Hervé qui se pose un peu en victime. Elle est choquée, elle n'endort plus la nuit. Qu'est-ce que pourrait dire Mademoiselle de suite à ça? Parce que ces souffrances à elle, elles ont été physiques, elles ont été aussi psychologiques. Son préjudice, il est loin d'être insignifiant. Nous avons quand même 45 jours d'ITT. Nous avons un traumatisme crânien avec surtout une entorse cervicale. C'est des souffrances toute la journée. C'est des prises de médicaments pour éviter la douleur. Et donc ça, je peux le dire en connaissance de cause puisque j'ai vécu la même chose l'an passé. Donc, Mademoiselle de explique que ce jour du 4 juin, elle était conviée, elle, à cette fête, et qu'elle ne savait pas, hein, contrairement à ce que Mademoiselle vient de dire, elle ne savait pas que Mademoiselle allait venir. Elle est venue à l'improviste avec son fils. Quelques minutes avant d'arriver, elle avait prévenu Monsieur qu'elle arrivait, mais c'était pas du tout prévu. Donc, Monsieur Poirier un petit peu retrouvé coincé entre les deux, parce qu'à cette époque, il jouait encore un petit peu sur les deux tableaux. Il vivait encore avec Mademoiselle Hervé. Il tentait de se séparer d'elle, mais il n'y arrivait pas. Et donc, de l'autre côté, il lui disait « Je me suis séparée de Mademoiselle de Mademoiselle de lui disait exactement la même chose, à savoir qu'il allait quitter sa femme et qu'il allait vivre avec elle. Et donc, les déclarations de M. Poirier, on vient vous dire que c'est les déclarations d'un témoin tiers au procès. J'aimerais vous dire que le mot tiers ici n'est pas tout à fait approprié, puisque ces déclarations, aujourd'hui, elles reflètent bien à M. Poirier le fait qu'il a essayé un petit peu de minimiser les violences de sa compagne à l'époque pour essayer d'apaiser un petit peu les conflits, et surtout parce qu'il voulait arrêter cette relation et faciliter la séparation. Aujourd'hui, s'il était là, peut-être qu'il dirait autre chose. En tout état de cause, aujourd'hui, il est avec Mademoiselle de... Donc, au total, tout préjudice confondu, Mademoiselle de sollicite aujourd'hui la somme de 6 245,21 €, dont elle justifie par toutes les pièces que je vous verse au dossier, et l'allocation de la somme de 1 000 € au titre de l'article 475.1, qui comprendront donc bien sûr les frais de justice, de la médiation pénale et également aujourd'hui devant votre tribunal. Merci, maître. Madame le procureur, vous avez la parole. Merci, Madame le Président. Alors bien sûr qu'il était important de rappeler le contexte, d'aborder le contexte particulier de cette affaire. Pourquoi ? Pas pour effectivement rentrer dans ce qui ressort de la vie privée des gens, mais pour expliquer pourquoi ma mère qui, je pense que tout le monde l'a bien compris, n'est pas une habituée des prétoires, pourquoi est-ce que finalement elle a commis cet acte de violence. Alors c'est important d'aborder, c'est important d'expliquer, et puis c'est important également de ne peut-être pas en dire trop, de garder une certaine retenue, puisque nous ne sommes pas là aujourd'hui pour porter un jugement sur ce qui ressort du domaine privé, sur ce qui ressort de la vie personnelle des gens. Aujourd'hui, on est là dans une enceinte publique, dans une enceinte de la République, dans une enceinte dans un tribunal correctionnel. On est là pour juger d'infractions qui sont prévues par le Code pénal. Alors, ce qui est certain, c'est que ma mère a bien reconnu qu'elle a eu ce geste, qu'elle a poussé la victime, qu'elle n'avait peut-être pas prévu que ce geste et ces conséquences-là, que ce geste allait causer en tout cas une ITT, une interruption de travail aussi importante. Ce geste aurait pu avoir des conséquences bien plus graves, mais le code pénal est bien clair, la jurisprudence est bien claire. Ce qui est important, c'est de déterminer si on a eu ou pas cet acte de violence. Peu importe après que la personne ait prévu ou pas prévu, en tout cas qu'il s'en suive de telles conséquences. Ce qu'il est nécessaire de déterminer, c'est que l'acte volontaire de violence a bien eu lieu. Aujourd'hui, je demanderai de la condamner à une peine d'amende de 500 € qui sera assortie du sursis. Et je demanderai également, enfin en tout cas je ne m'opposerai pas non plus à la demande de dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, eu égard à la profession qui est celle de la prévenue. Merci Madame le procureur.
Maître Dubois. Madame le Président, notre code, il est truffé de morale. Et c'est la morale de la philosophie de nos Lumières. Quelle date a-t-il été prononcé? Rédigé plutôt, sous la dictée de notre premier personnage historique réel, au moins celui qui a pu rayonner sur l'ensemble de la planète. Mais si, c'en est plein de morale. C'en est plein. L'intégrité corporelle, la chrétienté. Alors il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Voilà, évidemment. Et j'entends Madame le procureur de la République, et je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Elle évoque le contexte, etc. Enfin d'accord, si. Mais Madame la procureure de la République, pardonnez-moi, ce qu'elle nous dit, c'est Balzac, c'est Chabert. Qu'est-ce que je suis, moi, justiciable, sinon devant la justice, qu'un numéro? Parce qu'on ne s'intéresse pas à moi. On ne veut pas savoir qui je suis, on ne veut pas savoir ce que j'ai fait. On s'intéresse justement à savoir le fait et le droit. Le fait et le droit. Une relation désincarnée, déshumanisée. Je suis devenu aux yeux de la justice un numéro. Je vais répondre d'abord à la partie civile. En Corse, on fait voter les morts, et j'ai un confrère ici qui fait parler un absent. Monsieur Poirier. Alors pour Monsieur Poirier, qu'on soit tous au clair sur les possibilités juridiques de chacun. Il a déposé. Il dépose en gros 20 jours, 3 semaines après les faits, pour lesquels ma cliente est poursuivie. Or, le soir des faits, à 22h30 je crois, il est au chevet de Madame de à l'hôpital. Mais 3 semaines après, selon Madame de et son conseil, il déposerait contre elle, pour, 6 mois après, vivre avec elle. Et on le fait parler, on lui attribue des paroles qu'il ne veut pas soutenir, alors qu'on pouvait parfaitement le faire citer ici, s'il avait eu du courage, cet homme, le faire citer comme témoin, et c'est pas aujourd'hui Madame de qui va nous dire ce que Sylvain Poirier aurait pu nous dire s'il était venu. Les parties civiles, qu'elle le fasse citer. Elle vit aujourd'hui avec lui. Oui, il y a un partage de faute. Mais il n'y a pas un partage de faute parce que quoi? Parce que moi, Sandrine, j'apprends l'existence de cette dame et de cet enfant lorsque cette dame vient à la maison solliciter mon concubin, pour aller chercher un cadeau d'anniversaire pour les 1 an de leur enfant. C'est comme ça que j'apprends l'existence de cette dame. C'est évidemment Madame R qui suit la présence de cette dame. Mais c'est pas elle l'intruse. L'intruse, c'est Madame de. Elle veut pas d'explication de la part de Madame de. Elle veut une explication de la part de Monsieur Poirier. Les dames sont réunies à l'initiative du monsieur, et lui donne ses explications à Madame de. Et celle-ci n'entend pas, ne veut pas les entendre et ne les accepte pas. Et là, on se rapproche de notre matière. Elle ne veut pas les entendre. Poirier nous dit, elle a essayé de me gifler. Et après, il n'y a que Madame de pour dire, je me suis approché de lui après avoir tenté de le gifler, ça c'est Poirier qui l'est. Je me suis approché de lui pour le prendre dans mes bras ou l'embrasser. Il n'y a qu'elle pour dire ça. Ses intentions, elles ne sont, selon, peut-être qu'elles sont vraies, sincères, j'en sais rien, mais elles ne sont connues que d'elle. Poirier voit s'avancer vers lui cette dame, et à côté sa compagne, la voit s'avancer aussi. Ce qu'elle a vu avant, c'est quelqu'un qui recule devant rien, tellement on l'a vu ici, elle est à l'aise dans sa situation. Cette dame qui est tout à fait à l'aise dans la relation, elle nous dit, voilà, moi je vais aller à lui par l'embrasser. Les autres, ils ne voient pas ça. Madame R, elle voit une dame qui est à l'aise, qui est l'intruse, elle attend pas d'explication face à face de dame à dame, elle attend que son mari soit courageux et fasse et tranche. À cette époque-là, elle espère que ça sera pour elle. Mais elle attend au moins qu'il ait le courage de trancher. Et on ne voit pas du tout dans cette procédure d'inimitié ou de ressentiment. Elle subit, juste. Et là, vous me voyez venir. Évidemment, je suis sur 122.5. Évidemment, je suis sur 122.5. J'ai peur. De quoi j'ai peur, j'en sais rien. 3 semaines après, quand je suis entendu par les policiers, j'essaye de reconstruire ce qui a pu se passer. Et elle nous dit aujourd'hui, effectivement, j'ai eu un réflexe. Possiblement, je ne voulais pas qu'elle touche. Possiblement, j'avais peur pour lui parce qu'il venait d'essuyer une gifle. Elle pense protéger son mari. Et là où, je peux le dire, au sens juridique de 122.5, on est dans la légitime défense, je m'approche, je te repousse, quel est le geste le plus naturel? Où est la disproportion? Et lui dit, elle vient vite. Eh bien, je pousse vite. Et peut-être qu'il y a du moral, c'est-à-dire que vous pouvez, avec la crainte d'approcher son mari, vous pouvez lier évidemment cette légitime défense, et aussi, je le dis, je le plaide,
Cette femme qui veut plus qu'on touche à son mari, tout simplement. Quelle que soit la nature de l'acte. D'accord. Mais il y a les deux mêlés. Et vous ne pouvez pas, dans votre décision, faire la part du feu en disant il y a la dame jalouse, et il y a la dame protectrice. Cette femme, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. C'est évidemment les deux à la fois. Et c'est pour ça que je conclus aussi en disant vous pouvez relaxer sur la légitime défense pour autrui. C'est d'abord votre décision que de retenir une personne dans sa complétude. Vous retenez simplement, je crois qu'est-ce qu'elle nous a dit, j'aimerais qu'on me restitue un peu de dignité. Voilà, un petit peu de dignité. Merci, maître. Madame Crochet, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qui n'aurait pas encore été dit ? Enfin, disons que... Excusez-moi, je suis extrêmement émue, là. Je me demande ce que je fais ici, sincèrement. Et... je me remets à vous pour le jugement, mais disons ce que je voudrais, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est retrouver un peu de sérénité, surtout pour mon fils. Et je pense qu'effectivement, le fait d'être rendu coupable de ça, et puis d'avoir à payer quelque chose à ces personnes-là qui sont, disons, qui se sont jouées de moi, on peut dire ça comme ça. Je pense que pour moi, ce serait extrêmement douloureux et difficile à vivre. Voilà, je voulais que vous sachiez. Merci, madame. Merci. Alors, merci. Au vu des différentes demandes qui sont faites, la décision est mise en délibéré. Elle sera rendue le 19 mars 2010 à 9h. Le 19 mars 2010, Madame H a été reconnue coupable et condamnée à 500 € d'amende avec sursis. Par ailleurs, le tribunal, reconnaissant la responsabilité partagée des faits, a fixé à 3 000 € le montant des dommages et intérêts. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Joachim Afouni. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.